qui nous a permis de démarrer. Vraiment, merci, merci beaucoup, merci pour ce que vous avez dit. Alors, nous avons une après-midi riche. Je vais dire quelques mots avant de vous présenter les intervenants et de passer au premier exposé. Je dirai aux intervenants qu'ils auront chacun 10 minutes, plus 1 minute de grâce. J'ai comme Julien un timer, enfin bon, une pendule. Voilà. Alors, le sujet santé et précarité, il est souvent traduit par médecine et précarité, ce qui serait une grave erreur. C'est-à-dire, santé et médecine ne sont pas des synonymes. Et moi, j'ai découvert ça par hasard en commençant à m'intéresser à ce sujet-là aux États-Unis il y a 54 ans exactement. Et j'avais été très surpris de découvrir que l'impact de la médecine sur l'amélioration de la santé des Américains, donc en 1969, n'était que de 10%. Donc l'amélioration de la santé, elle a commencé au 19e, alors que la médecine était globalement inefficace. Elle commence à être efficace en 1945. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'études sérieuses, mais l'impact de la médecine sur la santé s'est beaucoup amélioré. Néanmoins, plus de médecine ne veut pas dire plus de santé. Et le meilleur exemple, ce sont les États-Unis, puisque, comme vous le savez, les États-Unis dépensent 17% de la richesse nationale pour la médecine. Et si les Américains vivaient 7 ans de plus que nous en 1939, aujourd'hui, ils vivent 5 ans de moins. Et que pendant la période Covid, aux États-Unis, l'espérance de vie a baissé de 3 ans, alors que chez nous, elle a baissé de 3 mois, ce qui fait donc une très très grande différence. Donc pour venir à notre sujet, vous voyez bien que la précarité est une cause de la mauvaise santé, comme la mauvaise santé est cause de la précarité, et qu'il y a un lien triple avec des relations bio-univoques entre santé, médecine et précarité. Et que notre système de santé, à chaque fois qu'on me dit notre système de santé est à 2 vitesses, je réponds oui, si c'était à 2 vitesses, ça serait un progrès. Parce qu'il est au moins à 4 vitesses. Les gens qui ont de l'argent et qui savent, les gens qui savent et qui n'ont pas d'argent, les gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas, et les gens qui ne savent pas et qui n'ont pas d'argent. Donc, certes, l'accès aux soins est quelque chose pour lesquels moi et beaucoup de gens dans cette salle se sont battus toute leur vie et continueront à le faire jusqu'au leur dernier souffle. Néanmoins, le problème est beaucoup plus compliqué que ça et pose des problèmes de 2 types, me semble-t-il. Et ça va me permettre de clore cette introduction. Il pose à la fois des problèmes généraux et des problèmes spécifiques. Donc des problèmes généraux pour l'ensemble de la population précaire, mais des problèmes spécifiques pour certaines catégories de précaires. Et c'est par là que nous allons commencer en demandant à Madame Degré-Duloup de nous rejoindre. Et Madame, vous pouvez utiliser la tribune si vous voulez. Donc vous êtes directrice de recherche en santé publique à l'Institut de recherche pour le développement et vous allez nous parler d'un des projets que notre fondation a financé pour mesurer l'impact de nouvelles structures pour les femmes en situation de précarité vivant avec une maladie chronique. Donc oui, c'est un sujet spécifique. Nous parlerons ensuite de sujets généraux et nous avons la chance d'avoir 6 personnes de qualité. Nous commencerons par Madame le docteur Rigal, qui est présidente de Médecins du Monde. Puis nous entendrons le professeur Claude Jandel, qui est chef du département de gériatrie de Montpellier, suivi de Madame Melchior, qui est directrice de recherche à l'INSERM, puis du docteur Alain Mercuel, chef du service de santé mentale et exclusion sociale, sujet majeur à mes yeux, puis le docteur Benoît de Sarcus, qui est chef de pôle hôpital de Nanterre, et enfin
nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous cet après-midi Madame Stéphanie Rist, qui est le rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée et qui conclura notre après-midi. Donc, Madame Degré-du-Loup, bienvenue. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'opportunité, avec Julia Haidt, qui est ici et qui fait son doctorat sur ce projet, de présenter cette recherche qui est donc financée grâce à la Fondation et qui vise à évaluer qu'est-ce qui se passe quand on propose un accompagnement global à des femmes qui vivent avec un diabète, une hypertension ou une obésité et qui sont des femmes en situation de grande précarité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais très vite, c'est des choses que vous connaissez, mais le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle sont des maladies qui touchent de plus en plus de monde, et particulièrement les plus précaires, pour des raisons bien connues, difficultés d'alimentation correcte, manque d'activité physique, et beaucoup de problèmes autour de l'alimentation et de la pauvreté. Et la prise en charge de ces pathologies reste encore trop cloisonnée dans notre pays, comme dans beaucoup de pays, avec justement les activités médicales d'un côté et puis les activités sociales de l'autre, souvent limitées à une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse, alors que justement ce sont des maladies dont on sait que changer les comportements sociaux et en particulier changer l'alimentation et adopter de l'activité physique adaptée sont des éléments majeurs pour prendre en charge ces pathologies. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'association Icambéré est une association qui, au départ, en Seine-Saint-Denis, accompagne des femmes vivant avec le VIH, donc pas du tout ces pathologies-là, mais qui a développé depuis 20 ans un savoir-faire à cet accompagnement global qu'on peut résumer par le fait d'intriquer un accompagnement en santé, donc éducation thérapeutique pour vivre avec sa maladie, mais aussi un accompagnement social pour rompre l'isolement dans lequel ces femmes très précaires sont, et aussi un accompagnement à l'insertion professionnelle pour que l'ensemble de leurs conditions de vie s'améliore. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc cette association, initialement, qui s'est développée autour de l'accompagnement du VIH, depuis février 2022, a ouvert une nouvelle maison à Ivry qui s'appelle Igikali, qui veut dire la maison apaisante en Kinyarwanda, puisque la fondatrice de cette association est rwandaise, Bernadette Rwigara. Et cette maison Igikali accompagne cette fois-ci donc ces femmes vivent en grande précarité, vivant avec diabète, obésité ou hypertension, une des 3 pathologies. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans cette maison, comment ça fonctionne? Les femmes sont envoyées par divers canaux. Ça peut être par des hôpitaux, par des médecins traitants, par des associations. Et elles trouvent dans cette maison, qui est en fait un appartement, un accueil inconditionnel, sans rendez-vous, gratuit, sans limite de temps. Et tous ces éléments sont extrêmement importants. On leur propose des activités d'éducation thérapeutique pour apprendre à vivre avec leur maladie, mais aussi beaucoup d'activités autour du repas, de l'alimentation, des ateliers de diététique individuels et collectifs, beaucoup autour de la pérédance. Et puis des activités physiques, ludiques, du sport, du yoga, de la socio-esthétique, parce que ces femmes ont besoin de retrouver de confiance dans leur corps, de se réapproprier leur corps. Donc la socio-esthétique est très importante. Et tout ça, alors je vais très vite, mais donc vous voyez, et puis de l'insertion professionnelle aussi, dans la mesure où c'est possible. Et tout ça est proposé par une équipe pluridisciplinaire et dans un réseau de partenaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, cette association travaille en étroit lien avec les autres associations, les hôpitaux, les centres de santé, les services institutionnels et puis les centres d'hébergement, parce que ce sont, on le verra tout à l'heure, souvent des femmes qui n'ont pas de logement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, autour de ça, on a donc, c'est-à-dire la direction de l'association et moi-même qui travaille depuis longtemps avec cette association, on a proposé donc une recherche pour profiter de ce que cette maison démarrait pour évaluer les effets de cet accompagnement. Donc, cette recherche s'appuie sur un doctorat, une thèse de doctorat, donc fait par Julia Haidt qui est ici. Classiquement, on a commencé la recherche par une année, enfin la première année a été fait un état des lieux de qu'est-ce qui existe dans la littérature scientifique internationale sur
comment on accompagne des personnes vivant avec une de ces pathologies et vivant dans la grande pauvreté. Donc on a fait un état de lieu de ce qui existait pour comparer par rapport à ce qui se passait dans cette maison Igikali. Et puis maintenant, Julia est en train d'évaluer les effets de l'accompagnement par ce qu'on appelle un devis mix, c'est-à-dire à la fois une collecte de données quantitatives. Chaque femme qui rentre dans cet accompagnement, donc, qui arrive dans la maison, a un questionnaire à l'arrivée, puis tous les 3 mois jusqu'à 12 mois. Et à 12 mois, on a aussi un questionnaire envoyé au médecin qui la suit pour pouvoir mesurer les changements dans les différents domaines de sa vie et aussi les changements dans sa santé. Et puis, il y a aussi une collecte de données qualitatives avec des entretiens approfondis, une observation aussi, puisque Julia, grâce à une bourse CIFRE, travaille à l'intérieur de l'association. Donc, c'est une chercheure dans l'association. Et ce qui lui permet de décrire par quel mécanisme on arrive à tout ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vais très très vite, rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, mais c'est pour vous montrer comment ça marche une recherche comme ça, qui est assez classique dans ce style-là. C'est que l'accompagnement global, on peut le décliner en une série d'activités de mise en œuvre. Et tout ça, ça va induire, on attend en fait des changements, qui sont la dernière colonne, des changements attendus à la fois dans la situation sociale de la femme, dans son bien-être et sa santé psychique, dans sa santé physique, et dans son insertion professionnelle, et on va essayer de mesurer donc ces changements. Et puis ce que vous voyez, le pavé en orange, c'est que c'est la boîte noire des mécanismes, et c'est peut-être ça qui est le plus difficile à mettre en lumière. Et ça fait aussi, donc ça c'est le travail qualitatif de mettre en lumière les mécanismes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors juste une toute petite photographie de qui sont les femmes du coup qui font partie de cette recherche et qui sont les femmes suivies dans la maison. Ce sont des femmes qui sont pour la plupart immigrées, et ça c'est un effet naturel de sélection, c'est-à-dire qu'on n'a pas a priori, on ne dit pas que c'est une maison pour les femmes immigrées, mais de fait, les femmes qui sont envoyées dans cette maison sont pour la plupart immigrées, la plupart d'Afrique. Elles sont pour la plupart célibataires ou divorcées ou séparées, pour la plupart sans logement du tout ou sans logement stable, donc hébergées, pour la plupart sans activité professionnelle, en tout cas quand elles en ont une, c'est souvent des activités professionnelles très précaires, et leur situation administrative, on a près de la moitié des femmes qui sont en situation irrégulière. Diapo suivante. Alors là, je ne lis plus très bien, mais les 2 dernières diapos, c'est pour vous dire que je ne vous présente pas les résultats de cette recherche qui est en cours, mais ce qu'on voit déjà, c'est que les femmes qui sont accueillies d'abord sont polypathologiques, c'est-à-dire qu'elles cumulent bien souvent 2 ou 3 des pathologies, donc obésité, diabète, hypertension, et la santé, malgré ça, la santé n'est absolument pas leur priorité. Elles ont beaucoup d'autres problèmes à gérer, et c'est bien pour ça que leur santé empire, c'est qu'en fait, elles ne la mettent pas du tout en haut de leur priorité, et en particulier le fait d'être en surpoids, de grossir, d'avoir l'hypertension, elles estiment que ce sont elles n'estiment pas que c'est un problème fondamental, elles estiment que voilà, c'est comme ça, elles mangent trop parce qu'elles sont stressées, et du coup elles sont en surpoids et c'est pas très grave. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et du coup, c'est ma dernière diapo. Juste avec cet exemple de femme, Maria, le prénom est changé, qui est accompagnée à Igikali depuis quelques mois. Et elle dit, c'est à Igikali que j'ai pris... alors attendez, excusez-moi, mais je ne lis pas bien. Voilà, je vais me retourner pour lire derrière, parce que là, j'arrive pas à lire. J'ai pris tout en main à Igikali, j'essaye de respecter le régime, je prends les médicaments tous les jours, donc ça, c'est un grand changement, parce qu'elle ne le faisait pas avant. En fait, j'ai été sensibilisée. Pendant la consultation avec le médecin, il n'y a pas assez de temps, et là, on voit bien le cœur du problème. Il y a beaucoup de patientes comme moi, donc elle n'en veut pas au médecin, elle fait juste que le constat qu'elle a besoin de plus. Ici, il y a le temps, on apprend, on ne cesse jamais d'apprendre, et on arrive donc dans toutes les questions de littératie en santé, voilà, que vous imaginez bien qu'on aborde beaucoup dans ce programme. Et donc, qu'est-ce que nous attendons avec cette recherche, et pourquoi nous pensons que c'est grâce à ça que la Fondation la soutient, c'est qu'il nous semble que c'est une recherche qui, à partir d'un cas très concret, très précis, et de cette petite association, permettra de développer des connaissances qui pourront être généralisées
et qui pourront, à partir d'un cas, Madame Verdier appelait de ses voeux des cas concrets, et bien là, à partir d'un cas concret, on espère montrer quelles sont les briques qui marchent et qu'on peut généraliser. Voilà, je vous remercie. Merci, tout ça est passionnant. Comme vous avez tenu dans votre temps et que j'ai peur qu'on ne vous rende pas grâce tout à l'heure, on peut prendre 2 questions. Madame. Ada Marquez de l'hôpital de Villevrard, responsable de l'unité Prax. Ma question elle est très simple. On présente souvent ici des expériences qui fonctionnent et notamment cette histoire de là on a le temps d'accueillir les gens, là on peut faire un accompagnement global. Ce sont des choses qu'on sait, qu'on connaît, que pour la préparation du PRAPS dont Madame parlait tout à l'heure, on a aussi pu aborder. Comment ça se fait que ces choses-là ne peuvent pas être appliqué pour la prise en charge de tout un chacun, c'est ce qui était dit, c'est important pour tout le monde et en plus pour la précarité. Pourquoi faut-il qu'on continue à faire des structures à part pour montrer qu'elles fonctionnent? On le sait quand on met du lien, quand on accompagne, quand on prend les choses globalement, quand on a le temps pour écouter les gens et leur expliquer, on sait que ça marche. Alors, pourquoi c'est la particularité de certaines structures et on n'arrive pas à faire entrer ça dans... C'est stupide ma question, hein. Je pense que tout le monde est convaincu, mais franchement, voilà, on sait que ça fonctionne, quoi, de mettre du lien. Madame, vous voulez commenter? Je ne suis pas sûre que votre question s'adresse à moi, mais je vais quand même y apporter une réponse. Je comprends votre frustration. Il me semble qu'une recherche comme ça, elle ne va pas seulement montrer que quand on prend du temps avec les gens, ça marche mieux. L'intérêt de cette association, je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est que c'est une association aussi qui fait partie des associations entre guillemets communautaires, c'est-à-dire qui est beaucoup basée sur la pérédance. Beaucoup de femmes qui sont dans l'équipe de professionnels de l'association sont elles-mêmes des anciennes bénéficiaires et où viennent voilà, des mêmes communautés. Ça a sans doute un effet. Nous, chercheurs, notre travail, c'est de montrer tous les éléments qui font que ça va marcher, et il y a le temps, il y en a certains bien connus, nous faisons le pari qu'il y en a d'autres moins connus. Et peut-être aussi, alors je ne suis pas la mieux placée pour proposer cette hypothèse, mais il me semble que pouvoir dire qu'un travail associatif en partenariat avec les institutions publiques, ça marche, c'est aussi peut-être une façon d'envisager de nouveaux modèles. Mais bon, là, j'outrepasse ma fonction. Bien, je vais demander aux membres de la table ronde de rejoindre cette table qui n'est pas ronde et un peu élevée et presque dangereuse. Mais en ce qui concerne votre question, Madame, je pense que ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que dans l'action publique, qu'est-ce qui relève de mesures universelles et qu'est-ce qui relève de mesures spécifiques? Alors, je crois qu'on a beaucoup insisté historiquement sur les mesures universelles et, à mon goût, pas assez sur les mesures spécifiques. Et là, on vous prend un exemple de mesure spécifique qui peut être reprise, copiée et développée si ça marche. Mais visiblement, les informations que nous avons déjà sont absolument passionnantes. Merci, attention, le service d'orthopédie le plus proche. Bien, nous avons la chance d'avoir une merveilleuse table ronde. Je pense que vous pourrez en juger sur pièce. Donc, nous allons commencer par la présidente de Médecins du Monde qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Vous avez la parole pour 10 minutes. J'ai le timer, j'ai la pendule. Oui, c'est ça que vous cherchez. Merci, moi j'ai mes notes pour essayer de tenir le temps et je vais m'y employer. En tout cas, donc moi je suis Florence Rigal. Merci en tout cas pour cette invitation qui est importante pour nous. Hein. La recherche est un des éléments que nous avons en action à Médecins du Monde et notamment sur ces sujets qui sont des sujets de santé et de précarité.
Dans cette intervention, je vais brièvement vous dire un petit peu ce que fait Médecins du Monde, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de ça. Reparler de la place de la recherche dans nos programmes en illustrant avec des exemples. Médecins du Monde, je me permets de donner un petit peu les éléments de son projet associatif. Donc c'est une association de santé médicale, militante, de solidarité internationale qui intervient en France et à l'étranger avec en son sein, et notamment sur tous les programmes en France, des salariés et des bénévoles. Dans le projet associatif, il est clairement inscrit que nous voulons un monde où les obstacles à la santé auront été surmontés et où le droit à la santé sera effectif, que nous croyons en la justice sociale comme vecteur d'égalité devant la santé. On parle d'autonomisation des personnes et des populations et d'accompagner aussi les populations dans le changement social. Pourquoi je dis ça? C'est bien parce que vous allez voir que c'est au cœur de notre action et qu'on veut que les choses se passent et soient pérennes. En tant qu'ONG, nous construisons et proposons des solutions pour mieux prendre en compte les besoins de santé des populations les plus vulnérables et précarisées. Et ça, on souhaite être en permanence une force de propositions issues du terrain et le cas échéant de recherche. Pour nous situer, donc l'international, je ne vais pas vous en parler, on y est depuis plus de 40 ans. En France, on est depuis plus de 35 ans, avec des programmes dans 15 délégations, dont 2 en Outre-mer, La Réunion avec une antenne à Mayotte et en Guyane. Des programmes, je qualifierais de statiques, qui sont des centres d'accueil, de soins et d'orientation, avec également des programmes mobiles d'aller vers, en place depuis les années 80 à Médecins du Monde. Et de différents types. Donc on intervient bien sur les différents lieux où sont les personnes, des lieux de travail, les lieux où elles se trouvent à un instant T et des lieux de vie. Pour nous, la recherche est un moyen important de produire des connaissances qui vont servir aux qualités des pratiques, j'aime bien quand même le rappeler, et qui permettent d'inscrire dans le long terme ce que nous développons à court et moyen terme. Ce qui nous intéresse, c'est la recherche qui sert notre plaidoyer pour faire changer les lignes dans cette volonté de changement social avec en arrière-plan, bien sûr, des questions de justice sociale et de santé. Il nous semble important, et ça a été dit par d'autres interlocuteurs aujourd'hui, qu'il est important d'intégrer au mieux les personnes concernées dans les programmes, y compris dans les programmes de recherche. Alors, je vais vous parler beaucoup de recherche à Médecins du Monde, puisqu'on m'a dit de faire ce focus, et c'est un petit peu notre sujet, et c'est une fondation pour la recherche. Vous dire aussi que Médecins du Monde a une journée scientifique qui est coportée avec la fondation Médecins du Monde. Je ne sais pas la date, j'aurais aimé vous la donner. Après ce petit préambule, des exemples assez pratiques. Il y a des exemples historiques dont vous avez peut-être entendu parler autour des usagers de drogue et comment on s'est emparé du sujet sur la réduction de risque et a montré qu'elle était efficace par rapport à l'épidémie VIH et VHC. Je ne vais pas revenir dessus, mais plus sur des choses plus d'actualité et voir que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment l'environnement intervient sur la santé des personnes. Et par exemple, qu'en est-il quand les personnes sont particulièrement soumises à un environnement répressif. Ce fut le cas, et c'est le cas d'ailleurs pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Médecins du Monde, on n'a pas de position dogmatique sur la prostitution, on est pragmatique et notre approche, c'est la question de la santé et des impacts de cette activité et des conditions pour la santé. Vous savez qu'il y a une loi en 2016 qui pénalise les clients de la prostitution. Nous avons documenté dans une étude les effets néfastes de cette loi qui retentissent directement sur les conditions de travail, augmentation de la violence, diminution prise de risque plus importante des travailleuses du sexe qui ne peuvent pas négocier leur activité, donc elles sont plus souvent obligées de ne pas mettre de préservatif, ou il ou elle, et donc qui les mettent plus à risque. Cette étude a permis de soutenir, par exemple, une requête faite par 260 travailleurs du sexe auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Là, il n'y a pas eu de jugement sur le fond de leur requête, mais en tout cas, cette enquête a permis d'acter la recevabilité
de leur saisie. C'est-à-dire qu'il a été acté que effectivement cette loi avait des impacts négatifs sur leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Un autre programme pour vous signaler, c'est ce qu'on a mis en place en Nouvelle-Aquitaine, un programme qu'on met en place auprès des travailleurs précaires auprès des plateformes numériques à Bordeaux et dans le Médoc, un enjeu important. Ils sont tous en situation très précaire et ça a un retentissement direct sur leur santé. Nous avons également développé il y a 2 ans un programme à Nantes qui me fait penser au programme qui vient d'être présenté, concerné par contre cette fois les femmes enceintes et leur suivi et leur possibilité, des femmes enceintes ou venant d'accoucher qui vivent dans des habitats insalubres, qualifié CATRI, hein, c'est une nomenclature insalubre, instable, informelle et indigne. Non, c'est peut-être pas indigne, mais en tout cas CATRI. Cette étude n'a pas fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Je dirais que toutes les données, le retentissement sur la santé étaient connues. Néanmoins, il a permis de revalider des recommandations et de pouvoir aller ressolliciter des acteurs là-dessus. Sur ce qu'il y a à mettre en place, sur le sortir de l'habitat indigne, l'accès aux soins, tous ces éléments qui sont à travailler. Donc, il est difficile de parler de santé sans parler quand même d'accès aux soins. Et on voit bien dans les études qui ont été menées par Médecins du Monde que les personnes sont quand même préoccupées par leur santé. Ça, elles ne peuvent pas le mettre en priorité compte tenu de toutes les contraintes qu'elles ont, mais c'est un sujet central pour elles. Et on voit bien que le frein à pouvoir qu'elles ont, c'est l'accès au système de santé, la question d'ouverture des droits. Et là, il y a de nombreux obstacles. Et ça, c'est apparu quand on a fait des études auprès des mineurs non accompagnés, auprès de ces femmes. Voilà. Donc, je voudrais citer là l'aide médicale d'État, qui est un élément important d'un dispositif qui s'adresse à une population particulière et qui a été, je dirais, enlevé hier soir. Enfin, il y a eu un vote pour le supprimer. Voilà, supprimer, excusez-moi. Hier, hein, au Sénat, on attend la prochaine étape qui sera à l'Assemblée nationale et on espère bien que cette aide médicale d'État, telle qu'elle est, qui est un dispositif qui s'adresse à des personnes qui ont moins de 860 € par mois, sera rétabli. C'est un dispositif indispensable qui est incomplet et pour laquelle il y a un taux de non-recours qui est quand même très important. Et ça, c'était un des derniers éléments que je voulais soulever, c'est comment la recherche pourrait nous aider sur ces aspects de non-recours à un certain nombre de prestations. On en a parlé ce matin sur les prestations sociales. C'est également le cas, je dirais, sur l'ouverture des droits. Puisqu'un Médecin du Monde, 80% des personnes qui pourraient avoir l'aide médicale d'État ne l'ont pas, dans celles qu'on rencontre. J'ai fini. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que oui, nous avons besoin de la recherche. C'est un appui indispensable. Qu'il est indispensable aussi d'avoir une recherche qui implique les personnes à tous les niveaux, aussi bien dans la conception que dans la participation même à la recherche, y compris dans les termes. C'est à des contraintes méthodologiques, mais c'est indispensable pour pouvoir avancer et peut-être ne pas refaire les études qui ont déjà été faites avant et pour pouvoir construire les dispositifs qui vont vraiment permettre d'avancer de façon plus concrètement. Bien, merci beaucoup. Alors, il y a en ce qui me concerne un conflit d'intérêts, parce que non seulement j'appartiens au conseil scientifique de la fondation qui nous réunit aujourd'hui, mais également à celle de Médecins du Monde. Et la Fondation Médecins du Monde ne s'intéresse qu'à la santé des femmes dans le monde. Alors, un peu en France et beaucoup à l'étranger. Je suis très heureux de vous accompagner. Oui, sur l'aide médicale, vous savez qu'un parti politique qui n'est pas à la gauche du Parlement souhaite la suppression de l'aide médicale d'État et que ça ne représente que 0,4% des dépenses de santé. Donc quand on entend certains partis politiques nous dire qu'ils vont équilibrer les comptes de la Sécu en faisant supprimer cette aide, on se moque du monde. Donc c'est 840 millions alors que les dépenses d'assurance maladie c'est 245 milliards et les dépenses de santé c'est pratiquement 300. Donc non seulement financièrement ça serait ridicule, mais médicalement... Oh là, oui, pardon.
Pardon. Non. Voilà, on était en avance, vous voyez. Non, c'est pas mon téléphone, c'est ce truc. Enfin, bref. Je ne sais pas comment m'en servir. Voilà. Bon, merci beaucoup. Monsieur le docteur Jardin. Je vous donne une minute, si vous voulez, mes 10 minutes. Tout a été dit déjà, je vais éviter de paraphraser ou d'évoquer des truismes dans tout ce qu'on a déjà évoqué ce matin et en début d'après-midi. Moi, je vais simplement avoir la modestie d'apporter un éclairage qui est celui que j'ai pu en fait suivre au fil du temps depuis 1980. Alors, comme vous l'avez très bien dit, la santé, il faut peut-être changer déjà peut-être notre endpoint. C'est-à-dire que les propos de ce matin me renforcent encore dans mes propos, à savoir que je pense que là, on a vu que le modèle était très complexe, tout est en interrelation. On ne sait plus ce qui est déterminant, ce qui est statut, santé, déterminant de précarité, précarité sociale, financière, juridique. Les termes sont aussi là pour compliquer les choses, puisque certains parlent de vulnérabilité, d'autres de fragilité. Moi, je vais parler de fragilisation, de précarisation, puisque ce sont des phénomènes plutôt dynamiques en plus que des purs statuts. Donc, face à cette complexité des mots et de la sémantique, il faut peut-être qu'on se réinterroge sur l'endpoint. Et peut-être que plutôt que santé, moi, j'aurais tendance à utiliser le terme d'autonomie et s'interroger sur les raisons pour lesquelles, au cours de l'avance en âge, qui est quand même le principal facteur d'accroissement des inégalités sociales, mais aussi d'accès aux réponses, pourquoi finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'avancée en âge? Eh bien, nous, on a pu montrer par des études de cohorte, dont les premières sont nées en 80, qu'il y avait en gros 3 modalités d'avancée en âge. L'excellente, on en a quelques exemples ici présents, n'est-ce pas? Je regarde mon ami, de vieillissement à haut niveau de fonction, c'est-à-dire on garde toutes ses capacités fonctionnelles, son autonomie fonctionnelle et en général son autonomie dans le champ du droit de décider pour soi-même. Et ça, c'est le fait de déterminants génétiques, mais surtout médicaux, biopsychosociaux, environnementaux. Donc on voit le modèle déjà sur lequel je vais revenir après. Ensuite, il y a l'avance en âge qui est moins bonne, celle qu'on caractérise par le fait qu'on acquiert des pathologies chroniques incapacitantes qui vont générer de la perte d'autonomie fonctionnelle, ce que d'aucuns appellent la dépendance, mais qui n'est ni plus ni moins que du handicap. Et là, déjà, ces maladies chroniques, on le voit, vont apparaître de manière plus fréquente dès lors que ces déterminants socio-économiques sont présents. Des études le montrent. On perd 9 ans dès lors que les facteurs socio-économiques sont les plus péjoratifs. On perd 9 ans au sens où ces maladies chroniques s'expriment 9 ans plus tôt que dans les populations comparées qui ne sont pas caractérisées par ces facteurs socio-économiques péjoratifs. Donc on voit l'interrelation entre les risques d'émergence de ces maladies chroniques incapacitantes, vous avez cité le diabète tout à l'heure, l'hypertension. Ce sont d'ailleurs ces mêmes facteurs de risque qui font que certaines maladies s'expriment plus tôt. Par exemple, les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, à défaut de traitement curatif, le moyen de les retarder, c'est d'agir sur ces mêmes pathologies chroniques et notamment ces facteurs de risque qui s'expriment au middle age, 50 ans, et le contrôle de ces facteurs et toutes les études de cohorte montrent 25 ans plus tard, ceux qui ont bénéficié d'un bon contrôle d'hypertension, du diabète, ont moins de risques de développer ces maladies, en tout cas les expriment plus tardivement. Et comme ces facteurs de risque sont eux-mêmes tributaires des facteurs socio-économiques, vous voyez que tout est intriqué. Troisième modalité d'avance en âge, c'est la fragilisation qui se caractérise par le fait que on n'est pas dans le modèle optimal d'un vieillissement au niveau de fonction, mais on voit ses capacités fonctionnelles pour autant s'amenuiser, mais on ne peut pas attribuer cela à une maladie chronique incapacitante documentée. Et là, c'est le champ de la fragilisation qui, elle, on le sait aujourd'hui, relève de déterminants médicaux, soit, mais psycho, sociaux, économiques et environnementaux. C'est la raison pour laquelle dans ma discipline, on promeut depuis 1990, et le modèle ICOP, qui est un modèle, programme OMS qui est actuellement
dans tous les programmes. Je regarde Madame la députée et dans la future loi, le programme ICOP pour Integrated Care All People vise à justement identifier au plus tôt dans la trajectoire de vie ces différents facteurs déterminants d'un risque de perte d'autonomie fonctionnelle précoce. Et dans ces déterminants, eh bien, il faut, et c'est là où je pense que le point faible de nos modèles aujourd'hui, c'est pas tant de dire qu'il faut que les réponses s'adaptent aux besoins d'un territoire, ça c'est une évidence, c'est qu'ils s'adaptent aux besoins de la personne. Et ce qu'il manque aujourd'hui, c'est la connaissance des besoins de la personne. Bien sûr qu'il y a les besoins du territoire, mais ils sont adjacents, mais les besoins individuels. Aujourd'hui, si vous regardez les réponses, elles existent, les réponses. Elles sont parfois redondantes. On parle de coordination pour les rendre moins redondantes ou plus efficientes, donc c'est bien qu'elles existent. Parfois, elles n'existent pas, soit. Parfois, elles sont orientées vers des besoins qui n'existent pas, donc c'est tout à fait inefficient. Parfois, effectivement, il n'y a pas les réponses. Mais encore faut-il que les réponses soient asservies aux besoins. Et là, on manque aujourd'hui de la carte d'identité individuelle de la personne dans ses besoins. Et alors, s'agissant du sujet de la précarité sociale, il y a un besoin, il y a une variable qui est fondamentale, qui a été un peu évoquée, c'est l'isolement, hein, et la solitude plus que l'isolement, puisque je rappelle que seuls 25% des personnes qui ont le sentiment d'être isolées sont vraiment en situation d'isolation, c'est-à-dire seules, et qu'en fait c'est bien le sentiment d'être seul qui impacte sur une moins bonne qualité de vie et sur le risque justement de perte d'autonomie fonctionnelle et de maladie. Et donc cette variable-là, je la cite parce que d'abord, Mona Lisa, et je regarde Françoise, a promu cette démarche, et il faut, mais c'est un modèle surtout qui est démontré, cela. Et il y a certainement d'autres facteurs qu'il faudrait démontrer de la même façon, mais clairement, il faut impérativement, et je vais en terminer là, qu'on soit capable demain de proposer à tout citoyen de disposer de cette connaissance de sa situation sur ce modèle bio-médico-psycho-socio-environnemental qui implique dans l'environnement aussi la place de l'autre, de l'aidant. Quand on constate aujourd'hui que 4 millions d'aidants interviennent auprès des personnes en situation de perte d'autonomie, il faut savoir que ces personnes en situation d'aide informelle seront moins nombreuses demain par rapport aux personnes à aider. C'est un problème de transition démographique. Voilà, donc essayons, et je n'apporte peut-être pas beaucoup d'éléments de contribution à la réflexion, mais très simplement, essayons de mieux identifier à l'échelon individuel ces différents facteurs économiques, bien sûr, sociaux, environnementaux et médicaux, effectivement, qui sont tellement intriqués, qui sont indissociables. Et essayons de sortir du modèle hippocratique, qui est le modèle qui a construit la médecine en France, et essayons d'aller vers un modèle effectivement plus où la fonctionnalité retrouve son sens et où on arrive à traiter effectivement de la complexité. Merci. Bien, merci beaucoup. Madame Melchior, à vous. Comment ? Non, la question après, à la fin. Merci, sans transition. Donc. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à participer au colloque. Donc, Maria Melchior, je suis épidémiologiste et je travaille comme directeur de recherche à l'INSERM, où je m'occupe d'une équipe de recherche en épidémiologie sociale à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique qui est rattaché à l'INSERM et Sorbonne Université à Paris. Donc alors vraiment sans transition, parce que j'étais en train de me dire comment je vais réussir à enchaîner sur ce que le docteur Jandel vient de dire. Moi, je travaille sur les inégalités sociales de santé plutôt chez les plus jeunes. Donc voilà, on va peut-être parler de l'autre spectre des grands âges et surtout, alors en partie auprès de publics, alors d'abord, pardon, les inégalités sociales principalement en santé mentale, parce que c'est mon domaine de spécialisation, mais à la fois chez des publics marginalisés, mais aussi en population générale. Et en fait, c'est de ça que je voulais surtout parler, de manière un petit peu générale, et puis finir par un exemple concret de recherche.
Donc le mot précarité, voilà, qui est dans le titre de la fondation, dans le titre du colloque, moi m'interroge beaucoup, je dois vous dire, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'étymologie du mot précarité. Précarité vient du latin et signifie qui s'obtient par la prière. C'est-à-dire c'est un terme qui signifie l'instabilité, voilà, l'aléa dans la vie, où du coup on ne peut plus que se référer à la prière pour espérer obtenir des choses, des ressources des autres. Il me semble que la manière dont on l'utilise, c'est surtout un euphémisme pour pauvreté. Alors malheureusement, je n'ai pas pu être là ce matin et il a beaucoup été question de la définition de la pauvreté. Voilà, moi j'utilise plutôt le terme de pauvreté, notamment parce que précarité est intraduisible en anglais, donc voilà, comme on ne sait pas comment le traduire, on parle plutôt de pauvreté. Et je pense que ça aussi, enfin voilà, on voit peut-être de quoi on parle. Il y a des seuils, en tout cas financiers, matériels, auxquels on peut se référer. Donc en France, en population générale, environ 10% de la population est pauvre. Combien sont précaires? Bon, ça on ne sait pas très bien. Que nous dit la recherche sur la manière dont on devient pauvre? Alors, évidemment, les trajectoires de vie des personnes qui vivent avec des conditions matérielles très, très réduites sont le fruit de trajectoires donc, marquées par des carences, marquées par des violences, marquées par des ruptures familiales et souvent dès le plus jeune âge. Par exemple, vous savez tous probablement que 40% des personnes sans abri de moins de 25 ans viennent de l'aide sociale à l'enfance, ce qui veut dire qu'elles ont connu, leur enfance a été marquée par des maltraitances, peut-être la maladie physique ou psychiatrique des parents. Bon, Alain Mercuel parlera plus que moi de la psychiatrie, mais c'est quand même un élément majeur de la précarité. Et très probablement également de la pauvreté. On sait qu'un enfant maltraité vivant dans une famille pauvre a beaucoup plus de chances d'être pris en charge par les services de protection de l'enfance qu'un enfant qui vit dans une famille plus aisée. Les recherches montrent que le fait de grandir dans une famille pauvre prédit le parcours scolaire et professionnel des personnes. Bon, nul n'ignore que dans notre pays, le diplôme scolaire continue d'être déterminant de l'insertion professionnelle, et ce, vraiment jusqu'à des âges très avancés. Moi, je reste épatée par voilà, le fait que même voilà, au grand âge dont je m'approche, le type de diplôme, les études qu'on a faites, le type de diplôme qu'on a obtenu reste voilà, quelque chose qui est très important dans les promotions, etc. C'est aussi déterminant de l'insertion professionnelle sur le long terme. Et on sait également que les inégalités scolaires en France sont particulièrement marquées. Alors, on cite souvent le chiffre de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme, c'est-à-dire même pas le brevet des collèges. 100 000 jeunes par an, c'est énorme. Mais évidemment, il y a des inégalités beaucoup plus fines que ça, puisque les parcours scolaires sont voilà, éminemment sélectifs dans notre pays. Donc, le diplôme, le revenu sont les principaux déterminants sociaux de la santé, et ce donc dès le plus jeune âge. Et évidemment, donc, ils sont liés à la situation sociale de la famille, donc, dont on sait que, par exemple, la situation sociale, donc, pardon, le diplôme ou le niveau de revenu des femmes est lié à leurs conditions de grossesse, au fait de donner naissance à un enfant qui naît prématuré, possiblement avec des problèmes de santé, un enfant qui a un petit poids de naissance, qui a une plus forte probabilité d'être malade, d'avoir des accidents ou des maladies chroniques telles que l'asthme, par exemple, qui sont très, très socialement différenciées. Il y a différents types de déterminants sociaux peuvent s'enchevêtrer. On sait que, évidemment, parmi les personnes vivant, enfin, je ne peux pas m'empêcher de dire, alors surtout en réaction aussi, ou en complément au projet qu'Annabelle Degré-Dulot a présenté tout à l'heure, et parce qu'on a toutes les deux été impliquées à l'Institut Convergence Migration, que la pauvreté en France frappe quand même de manière absolument disproportionnée les personnes nées à l'étranger, qui représentent quand même 10% de la population. Donc là, on ne parle pas du tout des personnes sans papier qui viennent d'arriver, qui débarquent de Libye ou que sais-je. Voilà, 10% de la population, enfin, on est un certain nombre dans la salle à être concernés certainement. Les personnes nées à l'étranger ont des taux de pauvreté 3 fois plus élevés que la population en général. Et 21% des jeunes issus de l'immigration sont au chômage par rapport à environ 10% en population générale. C'est un sujet sociétal quand même majeur, dont on voit que bon, il est traité de manière
extrêmement partielle, surtout en ce moment. Et évidemment, le fait d'être immigré ou de venir d'une famille immigrée, de vivre dans un territoire défavorisé, puisqu'on sait que la ségrégation spatiale est également très très forte en France, d'avoir des conditions de scolarité, d'accès à l'emploi, etc. défavorables, tout ça se cumule et a des effets majeurs sur la santé des personnes. À l'âge adulte, l'espérance de vie n'a cessé de croître. Alors hormis l'épisode récent du Covid-19 où effectivement l'augmentation de l'espérance de vie a un petit peu ralenti, mais l'espérance de vie a beau avoir augmenté au cours des années récentes, enfin jusqu'au Covid-19, les inégalités sociales sont, si ce n'est de même ampleur, de plus en plus importantes. Donc vous savez qu'en France, quelqu'un qui travaille comme ouvrier au cours de sa carrière professionnelle peut espérer vivre, un homme qui travaille comme ouvrier peut espérer vivre 77 ans versus 84 ans pour quelqu'un qui a plutôt exercé un emploi de cadre, c'est-à-dire 7 ans d'écart. Et évidemment, si on s'intéresse à l'espérance de vie en bonne santé, les écarts sont encore plus importants parce que les personnes qui travaillent dans des emplois manuels ou qui ont des conditions de vie difficiles ont en plus, voilà, ça rejoint aussi tout ce qui a été dit tout à l'heure, plus de maladies chroniques, plus de difficultés et à des âges plus précoces. Donc la table ronde parle de précarité. Pourquoi vous présentez tous ces chiffres populationnels? Alors d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je fais moi. En fait, on fait des enquêtes en population générale pour estimer les inégalités sociales vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes de santé. Mais c'est aussi parce que je voudrais quand même qu'on revienne à cette idée que moi j'ai apprise lors de ma formation en épidémiologie sociale, qu'on continue à relayer auprès des étudiants, qui est que, en fait, si on s'intéresse à la pauvreté, on ne voit qu'un tout petit bout de la distribution des ressources au sein de la société et en fait les actions de remédiation ou les dispositifs spécifiques, ça rejoint peut-être la question qui a été posée tout à l'heure. Alors, autre que de sortir les gens de la pauvreté, ça c'est probablement très très efficace, mais le reste, en fait, on sait que de toute façon, l'efficacité est extrêmement réduite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, bien entendu, mais voilà, il ne faut pas se leurrer sur ce qu'on peut vraiment accomplir avec des dispositifs très spécifiques et en particulier sur l'accès aux soins. Voilà. Les inégalités sociales de santé, mais aussi éducatives, d'accès au logement, à l'emploi ou un certain nombre de ressources matérielles et symboliques traversent la société et il existe un gradient social. Si vous voulez, c'est l'image du Titanic, c'est-à-dire qu'on est tous à bord du Titanic et évidemment, les plus pauvres, ceux qui sont tout en bas dans le 3e sous-sol, n'ont pas de canaux de sauvetage du tout. Ceux qui sont tout en haut ont accès, eux, aux canaux de sauvetage les plus nombreux et les plus luxueux. Et puis, ceux qui sont au milieu, ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Et ça, ce gradient social, en fait, a au moins 3 conséquences. La première, c'est que, évidemment, nous sommes tous concernés par les inégalités sociales de santé, à la fois parce qu'on est tous à risque un jour, voilà, de peut-être, même si on est diplômé et qu'on vient d'un milieu favorisé, mais on peut aussi, du fait de la manière dont le système est structuré, être confronté à un déclassement social ou à une mobilité sociale défavorable, mais aussi parce que en fait, l'ampleur des inégalités a des effets sur la santé de la population et que, alors, à minima, on en paye tous les coûts puisque puisqu'il y a des impacts sur le système sanitaire et des coûts collectifs. Le deuxième élément, c'est qu'en termes de santé publique, du fait de ce gradient social, en fait, la plupart des décès prématurés, des maladies chroniques, des problèmes de santé mentale auxquels je m'intéresse moins, sont en fait au milieu de la distribution et pas tellement le nombre vraiment absolu de cas est important au milieu et donc il faut avoir une vision d'ensemble. Et puis, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des personnes qui sont les plus pauvres, mais en réalité, il faut vraiment garder à l'esprit que si on n'améliore pas les conditions de vie, de logement, de scolarité, d'emploi de l'ensemble de la population, on a peu de chances d'améliorer les conditions de santé des publics les plus marginalisés. Et il me reste 1 minute, donc je vais conclure. Oui, vous avez des choses intéressantes à nous dire sur la recherche. Donc, si voilà, j'ai un exemple de recherche, évidemment, pour conclure. Donc, comme je vous le disais, nous, on fait surtout des études observationnelles au sein de l'équipe pour caractériser, définir, mieux comprendre les mécanismes des inégalités sociales vis-à-vis de différentes problématiques de santé. Mais on fait aussi maintenant de plus en plus de la recherche interventionnelle pour essayer de mieux comprendre comment faire pour réduire ces inégalités. Et en particulier, je voulais mentionner juste un programme qui démarre,
qui est une recherche qu'on va réaliser dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Improva et qui vise à mieux repérer et accompagner des jeunes, des adolescents qui ont des problèmes de stress, d'anxiété, de détresse psychologique via des outils numériques. Donc on est complètement voilà, à la pointe de ce que, en tout cas de ce que l'Union européenne aime beaucoup, une plateforme digitale avec des interventions personnalisées pour essayer de mieux repérer les premiers symptômes de détresse psychologique et proposer des outils, alors j'ai dit aux adolescents mais aussi aux enseignants et aux parents. Et nous, évidemment, il faut le faire, c'est très intéressant, c'est des approches populationnelles qu'il faut développer. Mais nous, dans le cadre de cette étude, ce qu'on va vraiment réfléchir, et j'espère que la contribution, enfin, ce sera notre contribution, c'est de comment faire pour que ces outils puissent aussi être accessibles à des jeunes qui sont, alors ils seront tous scolarisés, mais qui sont en lycée professionnel et pas en lycée général, qui sont en apprentissage. Comment faire pour que leurs parents, qui ne parlent pas tous forcément le français de manière complètement courante, puissent aussi accéder à des outils. C'est un énorme challenge. Je ne sais pas comment on va y arriver. Pour l'instant, on en est à la phase de construction des partenariats avec l'éducation nationale et un certain nombre d'associations, ce qui est un challenge en soi. Mais voilà, on essaie en tout cas d'avoir à la fois cette vision populationnelle et aussi auprès de publics plus marginalisés. Merci. Bien, merci beaucoup. On vous applaudit. Donc nous allons maintenant parler de santé mentale et je dis souvent que les malades mentaux sont les exclus des exclus. Donc docteur Mercuel, vous avez la parole. Merci. Je vais vous rétrécir encore la focale puisque parmi les précaires, il y a des patients psy et ce ne sont pas tous les précaires, bien heureusement. Alors la question était quelle solution pour prendre en charge la santé des plus pauvres, et vous avez eu l'intelligence de mettre quelle solution au pluriel parce qu'effectivement il n'y a pas une solution et un oukase qui doit être appliqué à tous les acteurs, qu'ils soient médicaux ou sociaux. Alors la santé psychique des plus pauvres, elle n'est pas évidente. On pourrait penser que tous les gens à la rue ont une pathologie mentale, ce qui n'est pas le cas. Et on l'a démontré avec une recherche qui date de 2009, qui était l'étude de Samantha avec l'Observatoire du SAMU social, l'INSERM, Sainte-Anne, etc. Cette étude a montré clairement que seulement, si on peut dire seulement, un tiers des personnes rencontrées qui étaient sans abri, qui étaient en grande exclusion, présentaient la nécessité d'avoir un traitement psychiatrique, qu'il soit psychothérapeutique ou qu'il soit médicamenteux ou les deux. Et donc cette étude, elle était importante et elle nous a permis de mettre en place certaines choses, dont ce qu'on a déjà évoqué depuis ce matin, c'est la clinique de la non-demande et le fait d'aller à la rencontre de ces personnes, c'est-à-dire d'aller vers. Pour ce faire, bien, déjà en 1995, il y avait des équipes de psychiatrie de secteur qui allaient à la rencontre des plus démunis à la rue ou dans les centres d'hébergement. Et 10 ans plus tard, il y a eu une circulaire qui a cadré les actions de ces équipes mobiles psychiatrie précarité. Il y a de rares dispositifs qui sont cadrés par une charte, par une circulaire. Eh bien, les équipes mobiles psy-précarité en font partie. Également ont été mises en place quelques années plus tard les passes en milieu psy, qui permettent à des patients psy n'ayant aucun droit ouvert d'accéder à des droits et aussi d'accéder aux soins somatiques. Je vous rappelle que les patients psychiatriques décèdent plus souvent de maladies somatiques que de leurs maladies psychiatriques. Et donc il faut faire de la prévention, on en parlait tout à l'heure. Bon, et puis tout récemment, on a recruté des psychologues dans le cadre des mesures 9 des assises de la santé mentale qui permettent de positionner des psychologues dans les structures d'accueil, d'hébergement et d'insertion. Et on est dans un projet de recherche pour évaluer l'impact de ces psychologues auprès des personnes, bien sûr, qui sont accueillies, mais aussi auprès des accueillants.
Et donc ça, c'est un des projets de recherche que l'on mène actuellement. Donc psychiatrie et précarité, quelle solution au pluriel? Parce que c'est de la casuistique. Il n'y a pas de copier-coller en précarité et en psychiatrie. Et donc, à chaque personne, sa solution. Et ce qui veut dire que, bien sûr, il faut écouter et voir ce qu'il propose, lui ou elle, pour sortir de cette situation. Et évidemment, si on parlait de taxonomie, on a un panel de situations totalement différentes. Il n'y a aucun rapport entre un chômeur déprimé et un schizophrène qui vit à la rue depuis 20 ans, comme il n'y a aucun rapport entre un craqueur, par exemple, et un migrant qui a perdu toute sa famille en mer. Bon, donc vous voyez qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Donc des descriptions sont établies en fonction des troubles psychiques que l'on peut rencontrer, en fonction du temps passé à la rue ou d'autres encore, et notamment les facteurs de risque. On a parlé tout à l'heure de la maltraitance institutionnelle, mais bien avant, il y a la maltraitance infantile. Il y a une omerta totale en France sur, par exemple, les relations incestueuses. On n'en parle pas, on essaye, ça commence à bouger, mais je rêve d'un MeToo pour les enfants incestés, quoi. Bon. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer. N'empêche que la maltraitance infantile est un des facteurs importants de précarisation et d'apparition de troubles psy également. Deuxième facteur, c'est le non-dépistage de ces personnes, justement, qui peuvent être en souffrance, la dépression à l'école, etc. Où sont passés les psychologues scolaires, où sont passés les médecins scolaires, où sont passés les assistants socio-scolaires, etc. Quand on parle de prévention, on voit qu'il faut le faire très en amont. Bon, je passe sur ces facteurs de risque, on pourra en reparler. Alors, par où commencer? Eh bien, je dirais qu'il faut trouver le comment d'abord, c'est-à-dire le first de chaque personne. Alors certains disent c'est housing first la solution. Bon, oui, certainement, ça marche, c'est un bon dispositif, on en dirige plusieurs sur tout le territoire national, on est près d'une vingtaine d'équipes de Un chez soi d'abord, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Le grand paranoïaque qui ne veut pas vous parler, vous pourrez toujours courir derrière pour lui faire signer un engagement à être logé. Ça ne marchera pas. Donc il faut trouver aussi d'autres solutions. Est-ce que c'est le traitement, cure first, à ce moment-là, mais on tombe très vite sur le consentement à l'hospitalisation, les soins sans consentement. Et donc tout le travail des équipes mobiles psy-précarité, c'est justement d'essayer de convaincre à une hospitalisation plutôt que de contraindre. Et puis également des consultations spécialisées. Je pense à la consultation que l'on a mise en place grâce à l'ARS en Ile-de-France pour les migrants, qui est un dispositif très particulier qui prend en charge de façon très globale les migrants qui sont arrivés. Et on voit bien que des consultations spécifiques avec des interprètes qui sont intégrés dans l'équipe, salariés de l'établissement, permettent un travail avec la pérédance, les médiateurs santé-père, les psychologues, les infirmiers, et puis bien sûr le lien avec tout le réseau, avec les autres structures. Working first, il y en a qui disent qu'il faut qu'ils commencent par travailler. Bon, pour certains ça marche, pour d'autres non. Voilà, on a mis en place à Sainte-Anne depuis 1992 des ateliers thérapeutiques où on retape des logements délabrés par des patients qui n'ont pas de logement. Ben, je peux vous dire qu'une fois qu'ils ont retapé un logement, ils ont une habitabilité, c'est-à-dire une capacité à habiter qui est nettement améliorée et ils respectent le logement dans lequel ils sont. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Care first, prendre soin de l'autre en premier, certainement, mais ça laisse de côté tous ceux qui sont refusants, tous ceux qui ne veulent pas être en lien. Et on voit bien qu'ils ont des raisons de ne pas être en lien. Quand on a été violé pendant une dizaine d'années par son grand-père ou son oncle trisomique, qu'est-ce que vous voulez que l'on propose comme lien de confiance à des personnes
vers qui on se penche, on dit « Monsieur, on est là pour vous aider ». Voilà. Donc le care n'est pas évident non plus. Les droits d'abord, right first. Alors effectivement, l'accès aux droits, on voit que les droits, ils fondent à vue d'œil, surtout en ce moment. Mais on met quand même des passes, on met quand même des accès aux droits en santé mentale. Donc tout cela fait qu'il faut rechercher, quand on rencontre les personnes, quelle est leur first, quelle est leur modalité de projet, de parcours, de sortie de rue. Ça peut être le soin, ça peut être le travail, ça peut être le logement. Mais ça demande d'entrer en contact avec eux de façon régulière et donc d'utiliser des médiations. Ça peut être la culture, on en a parlé ce matin, ça peut être le soin physique. On a une passe dentaire, et plutôt que de parler du délire à la personne, on va commencer par traiter son abcès et son chicot. Bon, et puis ça peut être, comme on a mis en place, une radio mobile pour permettre à des migrants de s'exprimer au micro et d'être entendus par leur famille à l'autre bout du monde. Je vous conseille d'aller écouter ces émissions. Ça s'appelle radiomobileparis.fr. C'est en podcast et c'est très intéressant. Donc vous voyez, il y a des manières de faire qui ne sont pas figées. Par contre, ce qui nécessite une amélioration, c'est vraiment la coordination. On parlait de coalition avec Madame la directrice de l'ARS tout à l'heure. Coalition, il y a un aspect guerrier, mais coordination aussi peut nous aider, et quels que soient les niveaux, depuis la maraude dans un quartier, en passant par les conseils de vie sociale, les conseils locaux de santé mentale, qui sont des lieux vraiment importants pour coordonner les personnes. Et je pense que c'est un outil qui est sous-utilisé en France et qu'il faut développer vraiment. Voilà, et puis pour terminer, vous parlez d'un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé sur des recommandations de bonnes pratiques pour aider les personnes en très grande précarité présentant des troubles psy. Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que ça n'est pas encore publié, mais on se penche quand même sur des recommandations de bonnes pratiques, et Dr Melchior, qui était avec nous, a participé à ce groupe de travail. Alors la recherche, bien sûr, Samantha, ça date de 2009. On a envie de refaire un Samantha 2.0 presque 15 ans plus tard, et on verra certainement une évolution des types de souffrances, et notamment l'impact de l'immigration chez les très grands précaires. Voilà, que puis-je vous dire de plus? Il y a d'autres recherches qui sont en cours. Par exemple, l'état immunologique des personnes à la rue. On se demande pourquoi, à chaque fois qu'ils sont hébergés, ils tombent malades. Comme si, par exemple, ils étaient en état de stress permanent, donc avec une immunité hyper boostée, et du jour au lendemain, quand on les héberge ou quand on les loge, ils s'effondrent avec des maladies importantes, etc. Donc je pose la question, faudrait-il les vacciner avant de les loger? Vous voyez, vaccine first. Bon, enfin, bien, voilà, c'est des recherches. Non, merci. Merci. Merci de cette très intéressante taxonomie, ce rappel de, voilà, par où commencer. Il n'y a pas de règle, mais il y a quand même une manière de penser les priorités. Voilà, docteur Benoît de Sarcus, vous êtes chef de pôle, je dirais, dans notre maison, qui est l'hôpital de Nanterre, et vous allez nous parler de cas précis. Vous avez 10 minutes. Quand M. Martignot, au nom de la Fondation, m'a demandé de prendre la parole dans ce premier colloque de la Fondation pour la recherche sur la précarité, je ne vous cache pas que je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir raconter à des personnes qui passent leur vie à faire de la recherche de haut niveau. Moi, dont la seule contribution à l'activité scientifique a consisté à faire une thèse de médecine bien peu scientifique et à mettre mon nom en numéro 7 ou 8 parmi les auteurs d'un article écrit par des personnes beaucoup plus compétentes. Alors du coup, j'ai décidé de vous parler de ce qui, depuis bientôt 30 ans, fait le cœur de mon métier, et surtout de vous parler de ce cache de Nanterre qui m'a tout appris de ce métier. Comme beaucoup de médecins de ma génération, médecins spécialistes, j'ai été formé à faire de la vraie médecine. À l'époque, mes maîtres ne s'intéressaient guère à la vie des personnes qu'ils soignaient.
Le soin, c'était les maladies qu'on nous apprenait organe par organe, avec des symptômes, nous recherchions les signes d'appel, et après un examen clinique le plus soigneux possible, nous devions faire un beau diagnostic. Si la patiente, je suis gynécologue, donc mes patientes sont des femmes, n'avait pas suffisamment à manger ou n'avait pas de logement, ce n'était pas notre affaire. Notre sollicitude consistait à l'envoyer voir une assistante sociale et à oublier le reste. Quand je suis arrivé au CACH de Nanterre, j'étais très surpris de rencontrer des soignants qui, au contraire, s'intéressaient aux personnes, à leurs conditions de vie, et qui étaient pleins de bienveillance pour celles et ceux qui se faisaient soigner à Nanterre dans ce lieu si singulier. À Nanterre, on avait la prétention de soigner tout le monde de la même manière, même ceux qui n'avaient pas d'argent, pas de couverture sociale, qui parlaient mal le français, qui parfois sentaient mauvais, bref, qui manquaient de tout ce qui nous permet habituellement de nous sentir chez nous en France. J'ai découvert au CACH ce que c'est que de vivre dans la précarité. Je ne connaissais absolument rien à tout ça, et en particulier au problème des personnes migrantes. Et j'étais praticien depuis quelques mois, quand j'ai rencontré au centre de santé de la ville de Nanterre, Madame D. Madame D était enceinte de 6 mois, et était en situation irrégulière et vivait sur le palier d'un immeuble. Une dame de l'immeuble l'avait prise en pitié et lui donnait à manger de temps en temps, et surtout nous l'a amenée jusqu'à ma consultation. Elle était arrivée du Congo-Kinshasa depuis peu de temps. J'ai assisté à la discussion entre l'assistante sociale de la PMI et la patiente. À l'époque, il existait un droit au retour et l'on pouvait donner une certaine somme d'argent pour que les personnes en situation irrégulière acceptent de rentrer dans leur pays. Quand la patiente, qui parlait à peu près français, a compris ce qu'on voulait lui proposer, elle s'est mise à rire. Et elle a ri pendant 1 minute au moins. Je vous assure, c'est très très long quand on ne sait pas pourquoi les gens rient. Et quand elle s'est arrêtée de rire, elle nous a dit que, en fait, à côté de ce qu'elle avait vécu dans son pays, sa situation actuelle en France était vraiment le paradis. Dans le village où elle est née, dans l'est du Congo, malheureusement, sa situation est assez commune. Un jour, une troupe a débarqué, a tué tous les hommes, a violé toutes les personnes de sexe féminin qui étaient là et a laissé cette femme pour morte. Elle s'est sauvée et a réussi à arriver après un très long périple où elle a failli mourir plusieurs fois jusqu'à Nanterre. Pour rien au monde, elle ne voulait rentrer dans son pays où toute sa famille avait été massacrée. Sa vie, c'était ici, quelles que soient les conditions. J'ai aussi rencontré Madame S. Alors Madame S, elle vivait dans la rue. Non, Madame S, elle vivait dans la prostitution, pardon. Elle s'alcoolisait très régulièrement et quand elle était ivre, elle venait dormir à la Chapsa. Comme elle avait des revenus liés à la prostitution, elle ne prenait pas le bus de la RATP pour venir, mais le taxi. Elle venait en taxi à la Chapsa. À ma connaissance, c'est la seule personne qui venait en taxi à la Chapsa. J'en ai pas connu d'autres. Cette patiente avait une obsession, elle voulait absolument avoir des enfants et de préférence des garçons. Elle venait me voir quand j'étais de garde à la maternité pour me réclamer un traitement miracle pour avoir un enfant mâle. Je n'y ai jamais réussi. Notre compagnonnage a duré plus de 10 ans. Quand elle était ivre, elle chantait des cantiques catholiques à tue-tête. Elle ne voulait me voir que moi. Ensuite, j'ai rencontré Madame T. Madame T, elle vivait dans la rue. Les personnes de la Chapsa ont trouvé un jour que son ventre s'arrondissait et me l'ont amenée. Elle était enceinte de 8 mois. Elle ne voulait absolument pas qu'on s'occupe de sa grossesse. Elle avait un côté un peu paranoïaque. Alors j'ai fait comme dans les livres du Petit Prince. Nous nous sommes mutuellement apprivoisés. J'ai négocié avec elle un régime un petit peu particulier. Une nuit sur 2, elle dormait à la maternité. L'autre nuit, elle repartait dans la rue. Sa fille est née à Nanterre et elle a décidé de la confier à l'aide sociale à l'enfance pour qu'elle soit adoptée. C'était il y a 17 ans. La petite fille a bénéficié d'une adoption plénière et l'année dernière, Madame T, que je vois encore très régulièrement, m'a dit que sa fille l'avait contactée avec l'accord de ses parents d'adoption. Mère biologique et fille ont échangé des photos, une histoire qui se termine bien. Je pourrais comme ça vous en raconter pendant des heures et des heures, mais comme j'ai que 10 minutes, je vais essayer de raccourcir un peu. Et ces patientes m'ont beaucoup touché et surtout m'ont appris mon métier. Quand je suis arrivé au CACH, beaucoup de mes collègues s'intéressaient aux histoires des patientes et pas seulement à leur santé. Ma seule vertu est d'avoir essayé de décider de maintenir cette manière de travailler et d'enseigner aux internes du service à faire de même. Et si j'ai décidé de raconter aujourd'hui quelques-unes de ces histoires,
c'est pour remercier toutes les personnes, fort nombreuses, qui ont contribué à assurer la pérennité de ce cache de Nanterre. Depuis bientôt un siècle et demi, cette institution s'occupe de celles et ceux qui n'ont pas d'argent, pas de travail, pas de couverture sociale, qui vivent dans des conditions parfois sordides et qui trouvent dans cette maison des personnes qui essaient de prendre soin de ces invisibles. Alors merci à tous. Merci à vous tous qui souhaitez assurer l'avenir de cette fondation et qui, par vos contributions, vont rendre le travail des personnels de cette institution un peu plus visible. Et quand je partirai en retraite dans quelques années, je serai très très fier d'avoir passé ma carrière dans ce lieu si atypique et si attachant. Je vous remercie. Merci pour ce moment d'humanité. Merci beaucoup. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, vous avez la dure tâche de nous dire ce que vous retirez de toute cette discussion cet après-midi. Merci beaucoup. D'ailleurs, d'abord, merci pour cette invitation qui est un peu à contre-courant de ce que je vis actuellement à l'Assemblée. Et je voulais commencer par là. Le contexte, parce que vous l'avez évoqué, Amélie Verdier, de la directrice de l'ARS, l'a évoqué aussi. On est dans un contexte très peu favorable pour ce genre de questions. Peu favorable d'une part parce qu'on est face, à mon avis, à une crise sociétale, certains l'ont dit, avec un repli sur soi, une individualisation, une crise identitaire, des discussions dont on le voit qui sont le pire de ce qu'on peut faire de la politique. Si on parle de l'AME, cette aide médicale d'État qui devient un objet politique absolument loin de la science, puisque toutes les données économiques de santé publique, au-delà des données humanistes de cette aide médicale d'État, disent bien l'inverse de ce qui est, en tout cas hier, en train de se passer, mais il faut garder l'espoir de l'Assemblée. Donc revenir sur cette inconditionnalité de ces accès aux soins auxquels on tient tous, mais on est vraiment dans cette crise de société et cela ne doit pas être non plus un tabou parce que quand on est sur le terrain, on a énormément de Français qui ne connaissent pas les données sur cette aide médicale d'État et qui considèrent effectivement qu'eux-mêmes n'ont pas accès aux soins, pourquoi d'autres l'auraient. Et c'est la deuxième crise dans laquelle on est et qui est à mon avis dans ce contexte peu favorable, qui est la crise d'un système de santé pour de multiples raisons, liées bien sûr à la démographie médicale qu'on connaît tous, liées au vieillissement de la population, le coût d'une médecine qui augmente continuellement, un changement de rapport au travail qui rend compliqué l'attractivité des métiers, tous les métiers d'accompagnement à l'autre, je dirais. Donc on est dans un contexte très peu favorable pour répondre à cette question sur les précaires, puisqu'on sait que les précaires viennent après. Donc quand c'est déjà difficile pour tout le monde, ça l'est encore plus pour les plus précaires. Et heureusement, il existe des gens engagés, des associations, des militants, des gens qui sont présents pour relever le défi. Relever le défi avec un État qui doit prendre sa part. En tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale et dans le cadre de ce contexte, je peux rappeler ici le budget de la sécurité sociale qui est de 643 milliards d'euros pour 2024. Ça me paraît important parce que c'est une somme plus importante que le budget de l'État. C'est un tiers des richesses nationales et on est dans le pays qui a le reste à charge le moins élevé. J'ai entendu qu'il pouvait y avoir une discussion sur les droits qui, pour certains, diminueraient. Je ne le crois pas. Je crois que quand on regarde, en réalité, le nombre de droits augmente. L'efficacité de ces droits peut être discutée ou mise en débat. Mais quand on regarde chacun des budgets de la sécurité sociale, par exemple, successifs, on voit des nouveaux droits. Cette année, dans le budget 2024, c'est une adaptation pour l'accès à la complémentaire santé solidaire, par exemple, ou la prise en charge de la précarité menstruelle qui est présent. Je ne suis pas là pour dire que tous ces droits suffisent, mais pour rappeler quand même ce qui existe.
Alors, comment répondre à cette solution d'améliorer la santé des plus précaires? Vous l'avez dit, l'accès à la santé ne doit pas se résumer à l'accès à la médecine. Et on a encore beaucoup de travail pour considérer cette santé au sens de l'OMS. L'environnement, et ça met en parallèle le rôle des compétences locales, des collectivités locales, et on va y revenir, et de la prévention. La prévention, ça a été abordé aussi par beaucoup d'entre vous. Moi, je crois réellement qu'on doit mettre la prévention en premier et pour tout le monde dans les sujets de politique de santé, avec probablement un débat qui doit avoir lieu sur comment financer cette prévention. Faut-il que le budget de cette prévention soit-il encore dans les objectifs nationaux de dépenses de l'assurance maladie? Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a un débat et des politiques à mener sur comment on finance la prévention, dont on sait que les économies sont à très long terme, à plus long terme, et donc entraînent des difficultés pour des politiques qui sont souvent à court terme, pour des moyens d'élection qui sont elles aussi à court terme. Vous l'avez dit, alors ça a été dit avec le terme de coalition ou de coordination, mais en tout cas, il y a le rôle de l'État, et j'y reviendrai, mais il y a aussi ce rôle du terrain qui est primordial, et c'est vraiment avec toute l'humilité que j'ai ici face à vous sur ce sujet, le rôle de coordination entre les institutions, les collectivités, les associations, qui entraîne la nécessité, enfin, qui répond à la nécessité de l'aller vers, de la lutte contre l'isolement. Tout cela a été dit, de la place des médiateurs en santé. Et je crois que ça entraîne une hétérogénéité sur les territoires, une vraie hétérogénéité, mais qu'elle est d'un autre côté indispensable, puisque personne mieux que les territoires connaissent les gens et peuvent faire cet aller vers. Enfin, les responsabilités de l'État, et ici je ne vais pas vous faire un listing des mesures prises d'une politique que je porte avec mes collègues de la majorité. Mais en tout cas, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'État a ses responsabilités et qui permet de répondre un peu à cette question. D'une part, l'organisation territoriale de l'accès aux soins, et ça a été évoqué aussi avec la place des coopérations entre les professionnels, les CPTS. Certaines ont comme projet dans leur CPTS des projets liés à la précarité de leur population, des centres de santé qui peuvent être de collectivités locales, par exemple. Mais c'est aussi une responsabilité de l'État quand il y a des politiques de nutrition, des petits déjeuners à l'école, par exemple, où il a été aussi beaucoup évoqué ici les luttes contre le non-recours aux aides. Je sais qu'on est lent, mais on avance sur ce sujet, puisque, en tout cas, sur l'automaticité, qui ne répond pas à toute la difficulté du recours aux aides, mais sur l'automaticité des aides, on devrait y arriver d'ici 2027. Mais vous l'avez dit, c'est aussi des politiques de l'État nécessaires sur le logement. Et je ne ferai pas le listing de tout ce qui peut être fait et de tout ce qu'il y a encore à faire. Mais ça passe par bien sûr une augmentation du nombre de places d'hébergement, mais aussi des rénovations de bâtiments et des aides aux rénovations de bâtiments, puisque la santé est environnementale. Et c'est bien sûr des politiques, et là aussi cela a été dit, des garanties face à l'emploi, face à la formation, en fait l'émancipation de ce qui permettra de casser ce que vous avez dit, madame, en disant que quand on est dans un endroit, on doit y rester, en tout cas d'un point de vue social, et ça doit être le moteur politique, il me semble, enfin, de toute personne engagée en politique, de vouloir permettre cette émancipation. Et puis enfin, des politiques de l'État face au vieillissement, face à la personne âgée, puisque là aussi, on le sait, et vous l'avez très bien dit, l'isolement et la crise vers laquelle on va de quantité démographique. C'est crûment dit, et probablement pas les bons mots, mais on est face à un mur de personnes vieillissantes et dont on sait qu'une partie importante sera précarisée.
voilà, on doit avancer, à mon sens, d'ailleurs, plus vite. Voilà, pour résumer, et tout le monde ici l'a dit, prendre en charge la santé des plus précaires, c'est considérer la personne dans sa globalité, mais considérer aussi la globalité de son environnement, la globalité des acteurs. On a, je crois, beaucoup besoin de recherche, et donc merci de ce qui est fait, de ce qui est présenté quand on est politique, parce que convaincre et faire avancer des objets politiques, c'est plus facile quand on a des données issues de la recherche. Et c'est, comme je l'ai dit, je le répète en conclusion, mais ça doit être tout le sens de la politique. Quand on fait de la politique, ça doit être tout le sens donné que de pouvoir faire en sorte que les plus précaires soient le moins nombreux. Bien, merci beaucoup. Alors, nous avons 20 minutes de questions-réponses. J'appliquerai la règle de Julien Damon, c'est-à-dire pas de commentaires des questions, brèves. Alors, on va prendre 3 questions. Madame. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, ma première question, enfin, j'ai 2 questions. Ma première, c'est par rapport à l'importance d'engager la personne qui est en situation de précarité pour qu'elle ne soit pas uniquement objet de l'aide sociale, mais qu'elle soit aussi sujet et acteur de cette aide. Tout à l'heure, docteur Merkel... Ça, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Non, justement, je finis. Donc, tout à l'heure, monsieur Merkel, vous avez dit que on demande d'abord à la personne qu'est-ce qu'elle propose pour qu'elle puisse aider, pour qu'elle puisse sortir de la précarité. Et donc, ma question, c'est dans quelle mesure l'engagement de la personne en situation de précarité pourrait l'aider justement à sortir de cette situation. Et la deuxième question, c'est sur les actions qui sont mises en place pour la sortie de la précarité. Est-ce qu'il y a des mesures d'impact de ces actions? Est-ce qu'il y a une évaluation de toutes ces actions dans le but de les revaloriser ou de les améliorer? Merci. Merci. D'autres questions? Pierre. Madame? Oui, venez, descendez encore, descendez. Premier rang, au premier rang. Voilà. Il y a 2 questions. Question plutôt à Madame Stéphanie Rist. Vous nous avez montré que le contexte était peu favorable, mais on ne parle jamais, pour dégager des budgets, de la pertinence des soins. Vous savez comme moi que beaucoup d'examens, que ce soit biologiques, radiologiques, beaucoup d'actions, n'ont jamais démontré leur vraie efficacité. Avez-vous envisagé de traiter ce sujet-là dans les mois qui viennent ou dans les quelques années qui viennent? Voilà une question qui est bonne. Merci, madame. Aussi une question à madame la députée Stéphanie Ritz, que je remercie infiniment d'être avec nous. J'ai pu témoigner avec des maires ce matin de Nanterre et de Douai l'implication des collectivités territoriales dans tout ce qui est déterminant de santé. Mais in fine, les collectivités territoriales n'ont pas de compétences en santé, sauf les communes, dans ce qui concerne l'hygiène. Et on arrive toujours à un moment de blocage où ils nous disent « on n'a pas d'argent, ce n'est pas notre compétence, allez voir l'État ». Et l'État vient nous chercher. Et je pense actuellement à ce qu'il faut mettre et ce qu'il faudrait mettre pour mettre en place ces fameux départements d'odontologie qu'on crée dans 8 sites en France suite à la très bonne décision de Jean Castex. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps d'obliger les collectivités territoriales à cette compétence en santé de façon globale, hein? Je ne parle pas uniquement des soins, évidemment. Bien, alors, qui veut répondre? On va s'arrêter là. Allez, une quatrième question. Merci beaucoup, Danielle Toupilly, administratrice de la Fondation. J'ai une question qui me turlupine depuis ce matin. C'est la relation à la confiance. On a beaucoup tourné autour du sujet et je voulais interroger un peu et les politiques et les experts que nous avons à la table ronde cet après-midi et peut-être celle du matin, autour de finalement, est-ce qu'il y a des solutions pour que les populations défavorisées dont nous parlons aient confiance
soient en confiance et se fassent confiance. Voilà, je voudrais avoir un peu un point de vue d'expert. Non, pour l'instant, on s'arrête là. Alors, qui veut répondre aux premières questions de Madame sur l'engagement de la personne dans la sortie de la précarité? Sur l'évaluation, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches sur l'évaluation. Et nous-mêmes, la Fondation, nous avons financé l'étude qui n'est pas terminée que vous avez eue et dont le but est effectivement d'évaluer les dispositions. Donc ça c'est plutôt plus facile. Mais sur la question de l'engagement de la personne, moi je ne suis pas compétent, mais qui souhaiterait répondre? Moi, pardon, je vais faire une réponse qui est un peu à travers ce qu'on voit à Médecins du Monde, les personnes qu'on rencontre. On ne va pas leur demander un engagement. Enfin, moi, je pense qu'à un moment, dans le contact, et ça va toucher les personnes, c'est comment on s'adresse à elles à un instant où elles sont là. On est capable de les écouter. Et on parle d'autonomie, hein, nous, dans ce qu'on veut. Comment les gens sont autonomes pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ce dont on a parlé, je trouve, beaucoup dans la journée, c'est comment, en fait, les gens, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas accéder à un certain nombre de dispositifs qui pourraient peut-être leur servir parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a tout un tas de freins qui sont administratifs et divers. Donc, avant d'aller chercher, enfin, c'était pas votre question, mais il faut faire attention qu'on n'ait pas une injonction, un engagement des gens. C'est comment on leur propose des choses qui sont et dans lesquels ils peuvent faire leur choix, avancer aussi à leur rythme et qui va leur permettre peut-être d'améliorer leur situation par rapport à leur situation de pauvreté telle qu'elle est. Et on voit bien que pour beaucoup, il y a la question d'accéder à un travail. Nous, ça se ressortait dans des études parce que ça leur était utile, mais aussi parce que c'était bien pour leur santé mentale. Ils le mettaient vraiment là-dedans. Donc je pense que c'est vraiment la façon d'aborder les gens. Nous, enfin, il ne va pas y avoir une automaticité, engagement, etc. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'il y a un vocabulaire qui se développe. Alors, effectivement, on fait des dispositifs, ça coûte de l'argent, etc. Mais il faut accompagner les personnes. Ce n'est pas de l'injonction, ce n'est pas ce que vous avez voulu dire. Mais je me permets de rebondir là-dessus et dans l'écoute qu'on a. Alors, Madame la Présidente, il y a deux questions qui vous étaient posées. L'une sur la pertinence des soins et l'autre sur la compétence des collectivités locales. Merci beaucoup. Sur la pertinence des soins, on estime effectivement que c'est le chiffre classiquement qui sort à chaque fois, c'est 30% des examens réalisés qui ne sont pas utiles, indispensables ou qui servent à rien ou qui au pire sont nuisibles. Donc en tant que rapporteur du budget de la sécurité sociale, c'est un vrai sujet parce que ça serait un moyen d'économie. Je crois que, j'ai vraiment l'impression que c'est un des sujets un des plus compliqués à résoudre parce qu'il touche à la prescription d'un médecin qui a fait beaucoup d'années d'études et qui voilà. Donc il y a des travaux qui commencent à être mis en place, et notamment avec certaines sociétés savantes. Je crois qu'il faut impliquer beaucoup les sociétés savantes et qu'on ne le fait pas forcément assez dans notre pays. Je crois que les sociétés savantes doivent s'engager à travailler sur cette pertinence de soins en lien avec, bien sûr, la haute autorité, mais on a très peu de guidelines ou de recommandations. Si vous permettez, c'est pas vrai. J'ai dit très peu, j'ai pas dit qu'il y en avait pas. Écoutez, attendez. Il n'y en a pas assez. Non, c'est pas vrai. Écoutez, moi, par exemple, il y a 5 ans, avec un de mes amis, le docteur Roland Cache, brillant normalien, on a sorti un petit livre avec une quinzaine de chapitres sur 8 milliards d'économies, c'est quand même pas rien, avec des choses très, très précises, hein, sur l'insuffisance rénale, etc. Vous croyez que quelqu'un du ministère de la Santé nous a appelé? Pas un. Donc, on fait toujours l'hypothèse que les médecins prescrivent bien. C'est totalement faux. Donc, et quand on a des raisons précises pour agir, on ne les prend pas. Donc, on a beaucoup d'exemples de très précises manières dont on pourrait réduire les dépenses de santé. Bon, par exemple, la gestion de la nomenclature des actes, dont je pourrais vous parler longuement, est quelque chose qui n'est pas géré. Donc, on crée des rentes. Au moment de l'épidémie de la Covid,
il y a eu un surfinancement des laboratoires d'analyse qui doit être de l'ordre de 2 milliards d'euros. Enfin, écoutez, tout ça, c'est connu quand même. Donc, vous n'allez pas nous dire que c'est dans les... Je me suis mal exprimée. C'est vrai, il y a des recommandations. Est-ce qu'elles sont acceptées par les professionnels et est-ce qu'il y a une adhésion? Parce que vous avez peur de la profession médicale. Vous avez peur de la profession médicale. Moi, je ne suis pas réputée pour avoir trop peur. Disons les choses des simplement. Médecins, voilà, vu les menaces de mort que j'ai eues ces dernières années. Mais c'est pas le sujet. La chose, c'est comment on met en place, à travers soit des négociations conventionnelles, et j'espère et je crois que ça sera un des sujets des négociations conventionnelles qui s'ouvrent avec les médecins là dans les prochaines semaines. La question est comment on met en place ces recommandations, comment on fait adhérer, comment on contrôle, comment voilà. C'est cette mise en place qui est difficile. Non, ça aussi, c'est assez facile. Ben, je crois que si vous n'avez pas d'adhésion... Alors, je vais vous dire comment faire. Ça va prendre 2 minutes. Donc, nous avons, grâce à la base de données PMSI et la base de données SNIRAM, un recensement complet de toutes les hospitalisations en France et de toutes les prescriptions de l'assurance maladie. Si vous faites ce que j'ai fait, dans une grande région française, le suivi des insuffisants cardiaques, pour prendre simplement cet exemple. Vous voyez que 56 000 insuffisants cardiaques dans le Grand Est, et vous voyez que 97% des recommandations de la HAS pour le suivi des insuffisants cardiaques ne sont pas suivies. Bien. Donc, au lieu d'avoir des discours, et on entendait ça ce matin, sur les plans régionaux de santé, alors ça a changé de nom, mais voilà, peu importe, au lieu d'avoir des conditionnels, si on avait des indicateurs de moyens, ça serait très simple. Et c'est comme ça que sont gérées les entreprises, c'est comme ça que sont gérées, souvent je comparais, je racontais ça, j'ai vu, le champagne, ça existe. Donc j'ai été donné une conférence aujourd'hui, il y a 5 ou 6 ans au Champagne. Donc le champagne, c'est tous les vignerons, tous les exportateurs, tous les agronomes. Donc vous avez une réunion annuelle où ils vous parlent d'agronomie. Donc la vigne a été attaquée par la mouche Suzuki, non c'était Yamaha. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, bref, vous avez ensuite le marché du monde du champagne. Et vous pourriez très bien faire la même chose dans les ARS. C'est-à-dire, par exemple, sur ce qui induit énormément de dépenses. Par exemple, l'insuffisance rénale chronique. Il y a peu de personnes concernées, mais c'est 14 milliards d'euros. Donc ça vaut la peine de s'en occuper un petit peu. Et on voit bien que les taux de transplantation et la manière de prendre en charge l'insuffisance rénale, elle varie d'une région à l'autre. Donc au lieu de dire dans le vague, on pourrait très bien avoir, j'ai juste terminé, on pourrait juste très bien avoir pour le diabète, pour l'insuffisance cardiaque, les variations, par exemple, de prothèses, de pose de prothèses ou de pose de cataracte d'une région à l'autre, ça varie fortement. On a les cartes, on ne s'en sert pas. Donc, on a les outils, on sait comment faire, et au lieu d'avoir un discours vague et général, on peut avoir un discours de gestionnaire précis. Il y a une partie dans ce que vous dites, votre vœu est exaucé, puisque dans le PLFSS, là, j'ai pu porter un amendement sur l'insuffisance rénale pour transformer le financement de la dialyse, qui effectivement mettait en évidence des taux de rente à plus de 15%, avec des malades qui n'avaient pas le choix de leur traitement, qui n'ont pas tout le temps, il ne faut pas généraliser, mais pas tout le temps le choix du traitement pour des raisons financières. Donc, on avance sur ce sujet, mais je crois quand même, et je maintiens qu'il faut qu'il puisse y avoir une adhésion à une politique de lutte sur la pertinence des examens. Et ça pose la question de la formation aussi médicale continue, qui est, à mon avis, un peu un sujet tabou et qui s'aborde dans le même truc. Et c'est là où je dis que les sociétés savantes, je pense, pourraient avoir une place importante dans cette adhésion. Mais là, je suis entièrement d'accord. Monsieur le professeur. Oui, dans le droit chemin de ce qu'on évoquait, il y a quand même des évolutions de tarification dans le bon sens, notamment de tarification du soin médical de réadaptation, avec une enveloppe populationnelle qui tient compte de vos remarques pour la meilleure répartition des ressources financières au regard des données épidémiologiques. Donc ça montre que ça bouge. Moi, j'avais une question quand même, c'est le paiement à l'acte? Parce que là, on a tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, c'est l'approche globale, vous l'avez dit vous-même, holistique, qui ne se limite pas à un paiement à l'acte, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, en soins primaires, hein, je
parle des soins premiers, là. C'est le problème du paiement. Est-ce que le paiement à l'acte Vous avez à vos côtés un farouche partisan de la capitation. A du sens aujourd'hui quand on voit la pluralité des déterminants qu'il faut recueillir et que, clairement, les médecins ne recueillent pas parce qu'ils sont assujettis au temps. Alors, madame, le paiement à l'acte. Là aussi, on a des réponses d'actualité, puisque dans le budget de la Sécu, on a généralisé des expérimentations à article 51, en gros des expérimentations de financement aux équipes qui vont pouvoir se généraliser et qui répondent, je crois, en partie à cette question. Moi, je ne crois pas qu'il faille jeter à la poubelle le paiement à l'acte complètement. Je pense que ça répond à certains modes d'activité pour certains, pour certaines, que ce soit à l'hôpital ou en ville, mais qu'il faut aussi favoriser le mode de paiement collectif. Et ça, il faut vraiment, à mon avis, mettre plus en avant ce mode de financement, puisqu'on sait que l'interprofessionnalité améliore la qualité de la prise en charge. Et puis le financement aussi au forfait qui doit s'étendre, puisque vous l'avez dit, il faut parfois que le temps ne soit pas compté. Il y a des très belles expériences article 51 qui sont faites et qui vont être généralisées progressivement. J'ai pas répondu à l'autre question sur une question aussi la très compétence simple. des régions, la compétence des régions. Oui, qui est en fait la question de la décentralisation de la santé. Je pense que ce serait un débat pour lequel on pourrait prendre une journée aussi, mais juste dire que je crois qu'il faut qu'on ait ce débat. Moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'il faille tout décentraliser dans les compétences santé, qu'il faudra en décentraliser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu de clarté. Et si je prends un champ que vous connaissez par cœur, qui est celui de l'autonomie et de ces partages de compétences avec les départements, on voit bien qu'on a un problème de lisibilité dans les compétences et de celui qui finance a aussi la responsabilité. Parce qu'on a une hétérogénéité sur les territoires. Et en fait, quand ça ne va pas, c'est forcément la faute de l'État, alors que c'est une responsabilité du département. Alors, donc ce jeu de va-et-vient et au final personne ne fait, me convient pas. Donc en tout cas, s'il y a décentralisation, il faut éclaircir les compétences de chacun et que chacun en ait les réelles responsabilités derrière. Merci. Quelqu'un veut répondre, outre moi, à la question de la confiance? Monsieur. 2 secondes sur, j'allais dire, l'emploi ou le développement des directives anticipées. C'est-à-dire que quand on rencontre une personne, on essaie de travailler avec elle, comment elle peut anticiper son avenir et qu'est-ce qui va se passer s'il y a une prochaine ivresse, qu'est-ce qui va se passer si elle est agressée, etc. Et on essaie de balayer toutes les possibilités. Donc ce n'est pas les directives anticipées pour l'accompagnement à la mort, hein. C'est les directives anticipées pour justement pouvoir sortir d'un état de crise. Et cette démarche-là crée vraiment une relation de confiance. Voilà. Oui, moi je voulais juste dire un mot. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte pourquoi l'économie de marché ne marchait pas dans le domaine de la santé. Alors la raison est assez simple à dire, c'est que quand on va voir un médecin, ce que l'on achète, ce n'est pas une opération, ce n'est pas des médicaments, c'est de la confiance. C'est ça qu'on achète. Alors là, bien entendu, le diplôme joue un rôle dans la constitution de la confiance, mais c'est ça qu'on achète. Et c'est ce qui explique pourquoi les mécanismes de marché sont inflationnistes. Alors juste, ça va durer 1 minute. La raison pour laquelle le système américain coûte aussi cher, et est quasiment le seul au monde d'ailleurs, à ne pas avoir socialisé ses dépenses de santé, sauf pour les plus de 65 ans et les pauvres, c'est qu'on applique l'économie de marché. Alors pourquoi l'économie de marché ne marche pas? Pour une raison très simple. C'est que les gens riches pensent que les bons hôpitaux et les bons médecins sont les médecins chers. Les gens un peu moins riches, c'est donc un peu moins cher. Et en fait, la seule chose que la concurrence produit, c'est de l'inflation.
Les gens qui connaissent mal le vin disent ce vin est bon parce que je l'ai payé, aujourd'hui surtout en Bourgogne, madame, ça devient très cher, 100 € la bouteille. Bon. Donc comme ils ne connaissent pas le vin, ils disent c'est bon parce que c'est cher. Bon, alors c'est pareil pour la santé, parce que le seul moyen d'avoir confiance, c'est le prix. Voilà. Alors, on va prendre encore 3 questions et puis on va se quitter. Mais on va répondre aux questions. Alors, madame, oui. Alors, pardon, madame, oui, je vous en prie. Oui, j'aurais souhaité savoir pourquoi on ne fait pas plus de prévention en France. Je ne parle pas des migrants qui arrivent, mais surtout des jeunes en scolaire. J'ai été infirmière scolaire et je trouve que c'est insuffisant tout cela. Donc, alors, madame, juste sur ce sujet, c'est un mot que je n'aime pas, la prévention, parce qu'il est polysémique. Il veut dire beaucoup trop de choses. Donc le port de la ceinture de sécurité, c'est de la prévention. L'éducation pour la santé, c'est de la prévention. La vaccination contre la grippe, c'est de la prévention. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par prévention. Et c'est assez difficile quand on sort de là et on essaie de dire les, de savoir effectivement ce que ça veut dire. Je rappelle par ailleurs que les hommes ne vivent pas que pour vivre plus longtemps. Donc les hommes aiment, et les femmes aiment boire, aiment fumer, ont des comportements à risque, les garçons plus que les filles, mais enfin bref. Donc tout ça c'est un sujet difficile, donc il est assez difficile d'y répondre. Et on va prendre une autre question, madame. Alors, monsieur, oui, parce que vous avez le micro. Mais... Je suis docteur Catan, je suis cardiologue, j'ai travaillé toute ma carrière en Seine-Saint-Denis et j'ai été président de SAME, l'hôpital de Montfermeil, pendant 9 ans. Donc les inégalités sociales de santé, je les connais un petit peu. Alors bon, j'ai quelques questions. La question c'était quelle solution pour prendre en charge la santé des systèmes les plus pauvres? Alors j'ai fait un travail récent, effectivement, ce qui n'est pas caractéristique, par exemple, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est que tous les indicateurs de santé sont mauvais. Et de façon paradoxale, on pourrait s'attendre à ce que l'offre de soins soit supérieure et qu'il y aurait plus de médecins par rapport à des besoins de santé. Et là, c'est le paradoxe, c'est la double peine de la Seine-Saint-Denis et d'autres départements, c'est que non seulement les besoins sont majeurs et tous les indicateurs sont mauvais, mais l'offre de soins, elle est inférieure à la moyenne nationale. Voilà. Donc, les leviers, j'allais dire, elles sont claires. C'est sur l'offre de premier recours, c'est la médecine libérale, et sur l'offre de second recours et troisième recours, c'est le régime des autorisations avec les ARS. Voilà, donc pour illustrer un peu ma question, c'est il y a un diabétologue, en Seine-Saint-Denis, il y a un diabétologue libéral sur 100 000 dans le département, et il y en a 4 sur 100 000 dans Paris intramuros. Et la Seine-Saint-Denis, je crois qu'on est au niveau de la Réunion, de la Guadeloupe, c'est un territoire d'outre-mer en métropole, c'est la prévalence du diabète, c'est plus 50%. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer à traiter le diabète de façon correcte en maintenant encore la liberté d'installation? Bon, c'est l'exemple de la diabétologie, mais on pourrait l'étendre sur les autres spécialités, mais c'était pour l'illustrer. Voilà. Je crois que monsieur, vous connaissez la réponse à votre question, mais quelqu'un d'autre veut-il, madame, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? Non, mais c'est une question qu'on a régulièrement et dont on a le débat à peu près tous les 3 mois dans l'hémicycle. Je pense que je reste parmi ceux qui pensent qu'actuellement, faire une obligation d'installation, une régulation d'installation des médecins est d'une part inefficace et en plus empirerait la situation. Pour une simple raison mathématique, c'est que quand vous en avez pas assez, vous avez beau le partager, ça crée de la pénurie partout et ça ne résout pas le problème. Je crois beaucoup plus à d'autres solutions qu'on a mis sur mon territoire du Loiret, qui a les mêmes chiffres que la Seine-Saint-Denis et que les Outre-mer, vous avez raison, qui se mettent en place, qui sont le partage de compétences, la pluriprofessionnalité, la bonne coordination, le travail sur la pertinence des examens et des rendez-vous, parce que peut-être que les patients n'ont pas tous besoin de voir un diabétologue, que ce soit à Paris ou en Seine-Saint-Denis, mais qu'on
peut-être besoin aussi de voir des infirmières formées, soit en pratique avancée, soit pas, mais des équipes qui peuvent prendre en charge le suivi du diabète et donc diminuer le nombre de consultations du diabétologue de Seine-Saint-Denis pour libérer de la place. Et je crois plus dans l'efficacité de ces mesures-là. Maintenant, si on avait beaucoup plus de médecins, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre embêter les médecins par principe. Donc voilà, mais mathématiquement, quand vous n'avez pas assez de médecins, vous avez beau les obliger à se répartir, vous ne répondez pas au problème. Madame, vous voulez répondre à ça? Oui, alors j'aime bien parce que là on est en train de refaire la politique toute la politique de santé et on sait que c'est pas facile. Nous on s'est positionné sur un positionnement comme notre système de santé idéal tel qu'on pense qu'il devrait être, mais la situation elle est comme ça. Je pense qu'on a à faire face quand même, et surtout les territoires, avec un système de santé qui ne va pas bien, pour le coup, où on a un certain nombre de manque de praticiens. Hein. Moi je suis médecin dans un hôpital à Montauban, donc bon, voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on apprenne aussi, qu'on mette en place des choses qui nous permettent de faire différemment le temps qu'on se soit, je dirais, renfloué en collègues infirmiers, infirmières compétents, d'autres, voilà. Il faut qu'on apprenne des trucs différents. Mais c'est vrai qu'il y a une injustice, enfin il y a des inégalités territoriales, enfin comme vous l'avez dit, et de voir quels sont les points qui peuvent être régulés. On n'est pas revenu sur la santé des plus pauvres et sur les liens qu'il y a quand même. Là, on parle que du système de santé. Or, ça ne fait qu'aggraver. Ça multiplie d'autant plus que le système de santé va mal. Mais on a tous les autres facteurs autour qui ont un rôle sur la santé, qui contraignent la possibilité d'accéder à la santé, sur lesquels on n'est pas en train de revenir. Or, c'était quand même le sujet et ce délitement qu'il y a autour qui font que les personnes pauvres, elles sont isolées, qu'on soit âgé, jeune, qu'on soit au fond de la campagne ou à la rue, etc. Et tous ces éléments, en fait, c'était un petit peu notre sujet aux uns et aux autres, de dire comment ces facteurs, il faut pouvoir travailler dessus avec du collectif qui se remet autour des gens, qui en soutien, en accompagnement et qui les laisse autonomes de leur choix. Mais c'est vraiment c'était un petit peu le moteur, et dans des environnements adaptés, aussi bien quand on est vieux que quand on est jeune. Et il y a des endroits où vivre, c'est nuisible à la santé. Il faut que les gens puissent, enfin, voilà, dans quelle mesure ils peuvent arriver à avoir autre chose. Voilà, et après, ceux qui peuvent travailler aussi, doivent avoir des activités. Bonjour, je voulais déjà vous remercier pour cette journée qui a été très riche. Je voulais revenir sur un élément qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à la fracture numérique. Je suis infirmière coordinatrice de santé à l'ESIP en Moselle, donc c'est l'équipe spécialisée en infirmiers dans les soins infirmiers en précarité. Donc je fais de l'aller vers, de l'accompagnement, de la réinsertion dans le soin. Et malheureusement, le public dont je m'occupe, il y a le terme qu'on utilise vulgairement, l'électronisme, mais aussi bien chez la personne âgée, la personne en situation de handicap, les personnes migrantes. Quelle est votre question, madame? Est-ce que quelque chose va être fait par rapport à cette fracture numérique et comment faire de cette fracture qui rend encore ces personnes encore plus dépendantes, finalement lutter contre ça, parce que j'essaie de faire en sorte qu'ils soient acteurs dans le soin avec moi, mais finalement ils finissent par m'appeler en me disant mais Fatima, je peux pas, j'ai pas le téléphone, j'ai pas d'adresse mail, j'ai rien, je reste toujours dépendant de ça. Oui, merci. C'est une question majeure, je pense. Qui souhaite commenter, répondre? La fracture numérique, quelqu'un dans la salle peut répondre? C'est vraiment de l'improvisation, mais bon, l'électronisme est la réponse à votre question. Malheureusement, je crains qu'il y ait une génération sacrifiée. Il faut l'admettre. Voilà, faut l'admettre. Mais ce n'est pas seulement une génération. Je pense que c'est... Oui, les jeunes aussi, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Messieurs. Éric Pélisson, je suis commissaire à la lutte contre la pauvreté en région Occitanie. Je crois que la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté a dû partir, donc je vais peut-être répondre pour elle. Effectivement, d'abord, premier point, la lutte contre l'électronisme, ce n'est pas uniquement les personnes âgées, ce n'est pas qu'une question de génération. On a beaucoup de jeunes qui connaissent bien les jeux vidéo, mais qui ne savent pas faire une démarche en ligne. Il faut dire que même pour nous, on le comprend bien, les démarches en ligne sont parfois un peu absconses. Donc effectivement, il y a un énorme travail à faire sur la lutte contre l'électronisme comme sur la lutte contre l'illettrisme. Ce sont deux pans d'un même chantier qui dépassent de très loin les questions de la santé, mais qui évidemment
concerne en premier lieu les questions de la santé, avec des politiques publiques, je ne vais pas être long, hein, avec des politiques publiques aujourd'hui de présence territoriale dans ce qu'on appelle les France Services, avec par exemple le premier accueil social inconditionnel de proximité conduit par les départements avec soutien de la stratégie de lutte contre la pauvreté, pour permettre effectivement qu'une personne se déplace dans un guichet, qu'on arrête de la renvoyer dans un autre guichet, qu'il puisse y avoir un accueil en présentiel, avec les projets territoire zéro non-recours qui ont labellisé pas loin de 40 projets qui se déploient cette année et l'année prochaine pour faire à la fois de l'aller vers et de l'échange de données dans le respect évidemment de la confidentialité et de la sécurité informatique entre les services publics. L'idée, c'est de dites-le nous une fois, nous on partage les données, mais ce sont des chantiers très longs puisqu'il y a pas loin de 40 administrations de l'État qui possèdent des données différentes avec des logiciels différents, non compatibles entre eux sur les personnes. Donc ce chantier, c'est à la fois de l'aller vers, c'est évidemment de l'éducation, c'est de la lutte contre l'illettrisme, mais c'est un énorme chantier. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. Monsieur. Bonjour. En fait, je voulais juste, parce qu'il y a une question quand même qui n'a pas été évoquée, quand on sait que la majeure partie de notre population, en tout cas qu'on appelle aujourd'hui précaire, sont affectés par les problèmes de santé mentale. Moi, je peux dire, je n'ai pas d'études là-dessus, mais c'est que la majorité, plus que du 50%, en tout cas des personnes que nous rencontrons, ont ce problème-là. Et ma question est, à quel moment, en tout cas, l'allègement ou bien bon, c'est utopique peut-être, donc annuler carrément la sectorisation de la psychiatrie où on a vraiment des problèmes qui sont des freins pour en tout cas accompagner ces personnes-là qu'on rencontre au quotidien, au-delà des problèmes administratifs, etc. On ne peut même pas les accompagner si la personne n'est pas mobilisée en tout cas sur sa santé et que nous, on ne peut pas en tout cas rencontrer des professionnels en tout cas travaillant dans ce domaine-là, même si dans des équipes mobiles de précarité, il y a encore quelques psychiatres, mais je pense que ce n'est pas encore suffisant. Alors, Monsieur Mercuel, la réponse de la fin. Vous pourrez répéter la question? Alors, oui, articuler et parler plus fort. En plus court. Alors, one more time. Allez. En fait, c'est juste à quel moment on peut alléger en tout cas la sectorisation de la psychiatrie où on a plus de problèmes par rapport au public que nous rencontrons aujourd'hui qui ont des problèmes mentaux. Oh là là. Alors là, c'est pas un jour de congrès, c'est une semaine. Il y a des positions, il y a 800 secteurs en France, il y a 800 avis différents. Vous connaissez cette blague, hein, quand il y a un psychiatre qui donne un avis, c'est un avis. Quand il y a deux psychiatres qui se rencontrent pour donner un avis, il y a 3 avis. Donc voilà, je pense que c'est très très compliqué la sectorisation. Alors il y a des notes et les ARS sont très très porteuses de clarification des orientations des SDF qui doivent être sectorisés ou pas. Par exemple sur l'Île-de-France, toute structure qui héberge plus de 3 mois un SDF qui n'est pas suivi par ailleurs, eh bien cette structure devient sectorisante. Voilà, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le point de vue d'autres territoires, hein, où d'autres territoires, les orientations se font sur la date de naissance ou se font sur la lettre du patronyme ou encore sur un tour de garde, entre guillemets, des SDF. Donc il y a certainement un travail d'harmonisation nationale à envisager, mais ça, les ARS sont très porteuses de ça et doivent travailler ensemble, hein, je pense. Voilà. Bien, écoutez, merci à la Fondation, merci aux intervenants, merci à vous toutes et à vous tous qui avons passé la journée avec nous. J'espère que ce fut, je pense, une journée